conférence internationale du 22 octobre prochain à Paris, le Mali et ses partenaires préparent activement la rencontre. Conférence de l'espoir, conférence du relèvement, conférence qui prépare la paix, des qualificatifs éloquemment développés par le Premier ministre Modibo Keïta qui a ouvert les travaux. L'automédication, vous et moi en savons quelque chose, elle fait partie de notre quotidien. Des médicaments sont avalés sans l'avis du médecin, chose qui n'est pas sans conséquence sur notre santé. Focus Santé de ce soir s'y intéresse. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce télégramme de félicitations du président de la République adressé à Sa Majesté Don Felipe VI, roi d'Espagne. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Majesté ainsi qu'au peuple espagnol, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir également cette agréable circonstance pour vous féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays et vous renouveler ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur renforcement, en formant des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Majesté, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple espagnol. Je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. Télégramme signé des mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous le disais dans les titres, la conférence internationale pour la relance économique et le développement prévue au 22 octobre prochain à Paris, le Mali et ses partenaires se sont retrouvés ce matin. La conférence est organisée, on le rappelle, sous l'égide de l'OCDE et la France. Et cette conférence aidera également au financement de la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Des qualificatifs savamment distillés, éloquemment, j'allais dire, prononcé par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a d'ailleurs présidé les travaux d'ouverture. Le compte-rendu est de Bourama Traoré. Veillée d'armes avant la conférence internationale pour la relance économique et le développement du Mali. Le gouvernement et ses partenaires se concertent pour mieux préparer ce rendez-vous capital. La rencontre de Paris doit permettre d'élever des fonds pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Le 22 octobre, de toute évidence, sera un autre moment symbolique d'expression de la qualité de l'amitié et de la solidarité qui unissent le Mali et d'abord la France et tous les autres pays et tous les donateurs et tous les partenaires. Ce n'est pas un secret que nous développons. Monsieur le Président de la République française a bien voulu faire honneur au Président de la République du Mali pour venir présider à ses côtés cette importante conférence. Conférence déterminante pour l'avenir du Mali. Nous y voyons un immense crédit d'intention, un grand honneur. Le Mali bénéficie du soutien de ses partenaires, un soutien constant et qui a été même renforcé pendant la crise multidimensionnelle de 2012. Les amis du Mali sont donc mobilisés pour faire de la conférence de Paris un véritable succès. Nous avons collectivement été là aux côtés du Mali, dans des temps parfois difficiles, et maintenant que on voit la lumière au bout du tunnel, c'est maintenant qu'il faut faire un effort supplémentaire pour justement accompagner encore le Mali dans cette dernière étape. Et je suis en mesure de renouveler ici, au nom de l'ensemble des PTF et en mon nom propre, notre engagement et notre disponibilité à apporter notre plein soutien pour la mise en œuvre de cet accord afin de favoriser la consolidation de la paix. La conférence de Paris constitue, de ce point de vue, une opportunité réelle qui conviendrait de saisir afin de mobiliser les fonds nécessaires au financement des projets prévus par l'accord de paix, notamment dans son annexe 3, et donner ainsi de nouvelles perspectives aux populations du Nord. À Paris, les questions liées à la sécurité, à la relance économique et au développement seront discutées. Sur la table également, la stratégie spécifique du développement du Nord. Le tout sera couronné par des annonces de financement des partenaires. Je souhaite vivement que les promesses qui seront annoncées puissent
infirmer l'écart qu'il y a généralement entre les annonces et les réalités investies. Je pense que cette fois-ci, l'acte suivra la parole. Cela permettra aux Maliens et aux partenaires de la communauté internationale de s'approprier les stratégies relatives à la reconstruction, au relèvement et à l'émergence du Mali. Concrètement, il s'agira d'obtenir au nord comme au sud, dans l'ensemble du pays, la même perception du développement. C'est pourquoi nous allons traiter à Paris non seulement de la stratégie spécifique du développement du Nord, mais aussi toutes les questions concernant la reconstruction, le relèvement et l'émergence du Mali. Le président du comité d'aide au développement de l'OCDE salue les efforts du gouvernement en faveur de la paix. Éric Solène souligne l'urgence de régler la question de la sécurité afin de mettre en route les grands chantiers de développement, surtout dans la partie nord du pays. Cette position est partagée par le gouvernement. La sécurité, au-delà des aspects militaires, devra intégrer aujourd'hui les aspects économiques, les aspects de justice sociale, la protection de l'environnement. Également, la toute-puissance de la loi et l'émergence d'une gouvernance sévère avec elle-même et sévère avec les autres. Ceci nous paraît être l'une des conditions de succès. Entre le Mali et ses partenaires, l'horizon semble être dégagé. La conférence de Paris doit confirmer cette évidence. Conférence de l'espoir, conférence qui renouera avec la volonté pour les hommes d'arriver à construire un univers de bonheur, puisqu'il ne s'agit plus de gagner la guerre, mais de gagner la paix. En tout cas, la réunion préparatoire de Bamako donne le ton d'un engagement commun, celui de réussir le pari. Nous vous proposerons demain après le journal de 20h, un magazine complet sur cette réunion préparatoire de la conférence de Paris. L'autre information de grande portée, de grande importance, c'est que le président de la République entamera à partir du 20 octobre une visite d'État en France. Une occasion pour les deux pays de renforcer davantage leurs relations d'amitié et de coopération. Au cours de cette visite, le président Ibrahim Boubacar Keïta co-présidera avec François Hollande le sommet de l'OCDE qui parlera du développement de notre pays avec la mise en œuvre de l'accord de paix. Le sujet a été évoqué cet après-midi à Koulouba et Amadou Sankaré étaient présents. À travers ce point de presse, il s'agit pour la direction de la communication et des relations publiques de la présidence de la République de donner les enjeux de la visite d'État que le président de la République effectue en France à partir du mardi 20 octobre. Une visite qui permettra de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. C'est un honneur pour le Mali. Ça marque la présence du Mali au plus haut niveau dans le concert des nations. C'est le retour du Mali, compte tenu de ce qui s'est passé dans notre pays il y a quelques années de cela, de la crise multidimensionnelle qui a frappé notre pays. Il était important que les grandes puissances marquent effectivement leur identité de point de vue sur tout le processus qui s'est passé au Mali. À l'agenda de cette visite, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son homologue François Hollande vont co-présider le sommet de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Au cours de cette importante rencontre, il sera question de l'accompagnement des partenaires du Mali pour son développement à travers la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Ce sommet de l'OCDE aura plusieurs objets. Le principal, c'est de présenter les actions immédiates du gouvernement du Mali pour la mise en œuvre de l'accord de paix, renforcer le dialogue et la politique publique nécessaire à plus d'inclusion d'emploi et réaffirmer l'engagement des partenaires internationaux à soutenir le Mali dans cette dynamique, dans cette nouvelle dynamique. Pour la relance économique du Mali, il est également prévu une série de rencontres avec le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. C'est pourquoi les opérateurs économiques maliens seront du voyage. Il y a une mission sous l'initiative du gouvernement qui va amener les opérateurs économiques du Mali
à une réunion avec le MEDEF en France pour regarder les voies et moyens entre eux qui peuvent leur permettre effectivement de venir investir au Mali, parce que tout se tient, comme l'a dit le président Ibrahim Boubacar Keïta. La paix est nécessaire pour plusieurs choses. La paix est une condition sine qua non pour véritablement enclencher les processus de développement de ce pays. Et sans confiance, les investisseurs ne reviennent pas. Avant de boucler cette visite d'État, le président Keïta aura une rencontre avec la communauté malienne vivant en France. La mission d'évaluation conjointe des besoins dans le Nord a été à Tombouctou pour la validation des besoins identifiés. C'était à la faveur d'une journée d'échange avec les acteurs au développement de la région. On fait le point avec Yéya Tondina depuis Tombouctou. Renforcer la paix, la stabilité et la résilience sociale, rétablir les services sociaux et la gouvernance locale et enfin promouvoir la reprise économique et les infrastructures sont les trois axes principaux sur lesquels se sont penchés les acteurs au développement de la région de Tombouctou. C'est à la faveur d'un atelier de validation des besoins identifiés par les communautés. Venons aujourd'hui la Banque mondiale, la Banque africaine, le PNUD pour discuter, comme je le disais, avec les populations et avoir déjà un premier retour sur le travail que nous avons fait afin de nous assurer que nous sommes dans la ligne droite de ce que veulent les populations. La journée a été mise à profit pour évaluer les besoins et priorités immédiates, aussi identifier les mécanismes de mise en œuvre et les modalités de financement. Pour cela, des travaux de groupe ont été effectués. Il s'agit pour nous de relever sans complaisance tous les besoins de développement de notre région, car le plan spécial de développement des régions du Nord reposera fondamentalement sur les conclusions de la mission d'évaluation conjointe. Je vous invite en conséquence à une participation active et responsable, avec une hauteur de vue d'un développement à court, moyen et long terme. On prépare les responsables des collectivités, des services techniques et de l'administration. Le nouveau ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Ousmane Koné, a effectué aujourd'hui une visite dans certains services de son département. Cette visite de prise de contact a conduit le nouveau ministre au siège de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali et au centre de traitement des déchets liquides de Sotuba. À la faveur de la même visite, le ministre est également rendu sur le chantier du nouveau siège de l'AGSEM. Après s'être imprégné des conditions de travail des services visités, le ministre Koné a exhorté le personnel à davantage d'ardeur pour l'atteinte des objectifs recherchés. Et Madame le ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions, Madame Diarra Rakitala, est-elle à Marrakech, au Maroc, pour participer à la 53e session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, et elle participera à la 11e édition du Forum sur la modernisation de l'administration publique et des institutions de l'État. On en parle depuis hier, la baisse du prix de la viande est effective sur les marchés de Bamako. Les prix ont connu une baisse de 200 francs CFA. La viande sans eau est cédée à 2300 francs CFA et celle avec eau à 2000 francs CFA. C'est ce qu'a constaté le directeur national du commerce et de la concurrence qui, sur instruction du ministre du Commerce et de l'Industrie, a visité aujourd'hui certains marchés de Bamako. On fait le point avec Ould Mamonou. Au marché de Dabanani, au centre-ville de Bamako, la baisse du prix de la viande est bien visible depuis ce lundi matin. Ici, on constate une baisse de 200 francs CFA sur le kilo, que ce soit de la viande avec os ou sans os. Cette mesure fait suite à une entente entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et les représentants du syndicat des bouchers et ceux de la Fédération des éleveurs du Mali. De quoi soulager le panier de la ménagère. Je me souviens, c'était des viandes. Hier ou avant-hier, c'était pas ça, mais tout de suite là, devant, bon, j'ai constaté. Bon, avec os, c'est 2000 francs, c'est comme tout de suite là, et sans os, à 2300. Je ne sais pas si demain, ça sera le même prix, mais si ça continue, bon, en tout cas, je l'apprécie. Depuis ce matin,
Le prix de la viande avec os est de 2000 francs CFA. Mais cette cliente nous confie avoir acheté le kilo de la viande sans os à 2500 francs CFA. Le directeur national du commerce et de la concurrence a constaté ce cas isolé et cela s'explique. Ce dernier qui vend à 2500 le kilo de viande sans os a dit que ça dépend de la qualité de sa viande. Parce qu'il a dit que la viande et le bœuf nourri avec de l'aliment de bétail, le bœuf d'embouche, sa viande est relativement plus de qualité que la qualité de la viande du bœuf nourri avec de la paille. C'est ce qui fait la différence. Que ce soit au marché de Djukaronipara ou encore celui de Tourokorobougou, le constat est le même. Il y a bien baisse de prix. Depuis ce lundi, le prix de la viande avec os est de 2000 francs CFA et 2300 francs CFA pour la viande sans os. Dans le cadre de l'appui que nous sommes en train de faire à l'ensemble de la filière, je crois que dans les jours à venir, il faut surtout s'attendre à une baisse. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les dépenses des ménages soient soulagées. Le directeur national du commerce et de la concurrence qui a visité ce matin les marchés de la capitale a promis de veiller au respect strict de cette mesure. Puisque nous parlons de viande, le port autonome de Cotonou, solidaire avec le peuple malien après le drame de Mina en Arabie Saoudite. En témoigne, c'est donc d'une trentaine de moutons au Conseil malien des chargeurs. La remise symbolique a eu lieu ce matin et le président du Conseil malien des chargeurs a apprécié ce geste et a promis que les moutons seront distribués dans les différentes mosquées de la place. Cette action est aussi un signe de bonne relation entre le Conseil malien des chargeurs et le port autonome de Cotonou. Ousmane Ndaou est le président du Conseil malien des chargeurs. Des personnes en détention préventive se sont évadées du camp 1 de la gendarmerie. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Les recherches sont en cours pour leur arrestation. Déjà, 2 des évadés ont été interceptés. Des précisions avec Adama Tunkara, qui est le chef de service d'investigation judiciaire de la gendarmerie. Il est au micro de Moussa Fane. Le samedi à 2h50 du matin, 9 individus gardés au poste de police de la gendarmerie du camp 1, impliqués dans diverses affaires qui sont pendantes au niveau des juridictions, se sont évadés avec vraisemblablement la complicité de personnes extérieures. Et dès que nous avons eu l'information, les responsables de la gendarmerie se sont déplacés pour procéder aux premières constatations et lancer un avis de recherche à toutes les unités de gendarmerie et aux unités de police aussi et toutes les forces de sécurité pour permettre de les localiser et éventuellement procéder à leur arrestation. Ces 9 évadés sont le capitaine Mamadou Alassane Maïga, le capitaine Yakuba Kodjo, l'élève inspecteur de police Suleiman Doukara, le 2e classe Sekouba Traoré, le sergent-chef Thierry Diarra. Il y a aussi le soldat Manzon Tchenou qui se sont évadés, plus un civil Boubacar Touré. À la date d'aujourd'hui, il y a Nou Djibo et Sekouba Traoré qui ont été interceptés et qui sont au niveau de nos locaux pour la suite des enquêtes. Et actuellement, les recherches continuent activement sur le terrain. Concernant les procédures qui impliquent ces individus, le capitaine Mamadou Alassane Maïga, le capitaine Yakuba Kodjo et l'élève inspecteur Suleiman Doukara sont inculpés de tentatives d'attentat contre le gouvernement. Le chef Thierry Diarra est dans une autre procédure où il est inculpé pour complicité aussi de tentatives d'attentat contre le gouvernement. Chez nous, Manzo
il est dans une procédure qui est pendante devant le tribunal militaire pour assassinat. Et Noum Djibo, lui, il est poursuivi pour vol qualifié. Donc, ce sont des individus qui sont impliqués dans des procédures qui sont pendantes devant différentes juridictions. Y a-t-il pas une complicité interne dans cette évasion? Des éléments que nous avons recueillis actuellement ne nous permettent pas d'affirmer cela, mais en tout état de cause, une enquête sera menée à l'intérieur pour établir le niveau de défaillance ou de négligence éventuellement s'il y en a eu. Lors de leur fuite, les fugitifs ont emporté 2 véhicules appartenant à des gendarmes qui se rendaient naturellement au camp 1 et une moto appartenant à un enseignant. À l'heure actuelle, les 2 véhicules ont été retrouvés. Ils ont été abandonnés par les fugitifs et ont été remis aux unités de gendarmerie qui sont actuellement en train de les examiner. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous savons approximativement où se trouvent ces gens-là. Nous avons des informations concernant leur déplacement et toutes les dispositions sont prises pour qu'ils ne sortent pas des secteurs que nous avons bouclés. Sécurité et protection civile, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile poursuit ses visites de prise de contact. Ce matin, il était successivement à la Direction générale et régionale de la protection civile. L'objectif, c'est toujours de s'imprégner des difficultés en vue de trouver des moyens pour relever le niveau d'opérationnalisation de la protection civile. Et également, l'évasion de certains détenus au niveau de la gendarmerie a également été évoquée par le ministre, nous précise Batraoré. Les bureaux de la Direction générale de la protection civile et ceux de la Direction régionale à Dravila sont les 2 étapes de cette visite du nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Visite qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les services rattachés. Les services de la protection civile ont un spectre très large. On passe du secours à personne, les accidents de circulation, les inondations, les catastrophes et les incendies également. Donc je suis venu me rendre compte des visus, de leurs conditions de travail. Et là, je découvre que ces hommes qui sont sur tous les fronts manquent de moyens. À la Direction générale de la protection civile, le manque de personnel vient au premier plan des problèmes évoqués. Par exemple, selon les normes internationales de la protection civile, il faut un agent pour 400 habitants alors qu'au Mali, un seul agent doit s'occuper de 4000 personnes. Les autres problèmes ont pour nom le manque de matériel et la difficulté de couverture nationale par les services de la protection civile. L'évasion des détenus de la gendarmerie de Bamako a également été évoquée par le colonel-major Salif Traoré. Il y a eu effectivement l'évasion d'un certain nombre de détenus prévenus qui étaient là. Et ce n'est pas une communication gouvernementale, mais nous sommes en train de tout faire pour retrouver ceux qui se sont évadés, et c'est là conformément aux instructions pertinentes du chef du gouvernement. Cela sera fait dans les meilleurs délais. Et ce que les Maliens doivent savoir, c'est que de telles situations, nous allons tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Et en l'occurrence, le cas précis, les conséquences vont tomber le plus vite possible. Le ministre s'est dit conscient de l'importance des services de la protection civile et a rassuré la Direction générale de son engagement à relever le niveau d'opérationnalisation de la protection civile. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, commémore demain 13 octobre la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. La célébration de cette journée vise entre autres à sensibiliser sur l'utilisation des connaissances et pratiques traditionnelles afin de compléter les connaissances scientifiques existantes en matière de gestion des risques de catastrophes. Et le thème de la journée est connaissance pour la vie. Nous retrouvons le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Salif Traoré, qui nous en dit plus. Il est au micro de Koumba Nyambeli. Cette thématique traduit toute l'importance de l'apprentissage des connaissances et des pratiques traditionnelles, autochtones et locales, car celles-ci viennent compléter la science moderne et renforcent la résilience des personnes et des collectivités. Les connaissances locales combinées avec les connaissances scientifiques, telles que les rapports générés par les météorologues, sont viables pour l'état de préparation et peuvent être transmises de génération en génération. En outre,
l'appropriation de ces connaissances et pratiques traditionnelles s'avère indispensable dans la mesure où les catastrophes touchent le plus durement le niveau local, avec le potentiel de causer des pertes en vies humaines et d'entraîner des bouleversements sociaux et économiques. Au cours des 4 dernières années, l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes a axé sa campagne sur le défi de prendre en considération les communautés majeures dans la gestion des 10 risques. Celles-ci s'entendant des communautés qui ont accumulé un maximum de connaissances sur la vulnérabilité et sur l'exposition aux catastrophes à la perspective qui leur est propre. La journée, avant de continuer, la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes est célébrée, on le rappelle, dans le monde depuis 1989. Et juste après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité du message du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 2015, année de l'autonomisation et du développement des femmes dans le cadre de la concrétisation de l'agenda 2063 de l'Afrique du dialogue à l'action, rôle de la femme parlementaire du Parlement panafricain. C'est le thème qui réunit pour 2 jours les femmes parlementaires du continent à leur conférence annuelle. Présidée par notre compatriote Madame Aïdara Aïssata Sissé, le caucus des femmes veut par ses différentes actions créer un cadre de dialogue entre les parties prenantes afin d'arriver à des actions concrètes dans le renforcement de la participation des femmes au développement du continent. La rencontre se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud. Aïssata Ibrahim Maïga est notre envoyé spécial. Il s'agit d'une question à la fois complexe et sensible. Créé il y a 11 ans, le Parlement panafricain a pour vision d'assurer la pleine participation des peuples africains au processus de prise de décision concernant l'émergence du continent. Ainsi, le pape et en particulier son réseau des femmes parlementaires, depuis sa création en 2007, a naturellement œuvré pour la promotion de l'égalité du genre. À cette 2e session annuelle du pape, il sera donc question des enjeux et succès liés à la mise en œuvre du protocole de Maputo et aux autres accords et engagements relatifs à l'autonomisation des femmes, car les parlementaires ont aussi un rôle important à jouer dans leur mise en œuvre. Je n'aurai de cesse de rappeler, dis-je, que nous sommes en tant que parlementaires déjà dans nos États respectifs au cœur du processus mis en place par nos différentes lois fondamentales, c'est-à-dire de nos constitutions, pour assurer le plein respect des engagements internationaux pris par nos États. J'exhorte par conséquent les parlementaires panafricains, nos collègues femmes, membres de nos parlements nationaux ou des parlements régionaux, à œuvrer inlassablement pour obtenir la ratification des différents instruments juridiques internationaux rappelés plus tôt. Présidente du caucus des femmes parlementaires du continent, Aïdara Aïssata Sissé a appelé les femmes à l'union des forces pour l'émergence du continent africain. Menons le combat du développement, de l'égalité des chances avec courage et abnégation en tandem avec les hommes. Ceux-ci d'ailleurs commencent à comprendre que nous nous complétons et que les femmes n'ont pas pour ambition de prendre leur place, mais d'avoir la place qu'elles méritent à leur côté. Abondant dans le même sens, il a été demandé aux dirigeants de prendre en compte les préoccupations des femmes par des mesures concrètes. Pour atteindre ces objectifs, les femmes parlementaires ont appelé à la paix dans le continent. Cette conférence 2015 des femmes parlementaires du continent était présidée par la ministre sud-africaine du développement des petites entreprises. Madame Lindoé Zulu a ainsi rappelé l'importance du renforcement de la participation des femmes au développement du continent, car tous sont unanimes, l'avenir de l'homme, c'est bien la femme. Bien dit. Ici à Bamako, comment éradiquer la traite des personnes et pratiques assimilées? La gestion est au centre d'un atelier de formation et de sensibilisation et de renforcement des capacités qui a ouvert ses travaux ici donc à Bamako. Organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, cet atelier regroupe des magistrats et l'ensemble du corps judiciaire. On fait le point avec Daouda Sidiki Diarra. Il s'agit d'une question à la fois complexe et sensible qui préoccupe nos États et la communauté internationale. La lutte contre la traite des personnes demande une synergie d'action entre les acteurs impliqués dans l'éradication de ces fléaux, car les conséquences sont ravageuses. On voit que des gens sans scrupules et sans respect ni pour la loi, ni pour leurs frères et sœurs, êtres humains comme eux,
profitent de la vive volonté des gens pour se bâtir un mieux avenir, et soit par la déception, soit par la force, ils trompent le migrant et le mènent directement vers les chaînes de l'exploitation. En faisant ça, ils font agrandir la pauvreté des familles maliennes, des communautés, et même pire que ça, ils ne volent pas seulement l'argent. L'ambassade des États-Unis salue les efforts du Mali dans la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Ça, c'est un problème global. Et on doit lutter contre ce problème ensemble avec la coopération forte. Et je suis très heureux de voir ici des représentants de l'État malien, pas seulement à Bamako, mais les autres régions au Mali. Pendant 2 jours, magistrats, officiers de police, inspecteurs du travail, représentants de l'administration procéderont à des échanges visant à renforcer les capacités dans le domaine. L'objectif visé par cette formation, qui est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Justice et les droits de l'homme, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'Organisation internationale pour les migrations, est de vous doter d'outils adéquats pour une meilleure identification, enquête et poursuite dans les affaires liées à la traite des personnes et pratiques assimilées. L'occasion est propice pour le Mali de se conformer aux normes internationales requises en la matière et de vulgariser sa propre législation. Plusieurs thématiques sont au cœur de la formation, entre autres le processus de la traite des personnes, comment ça marche, qui sont les victimes, la présentation du cadre légal malien. Les points focaux Ramsar des pays du bassin du Niger sont en session à Bamako. Le renforcement des capacités des spécialistes de l'environnement porte sur l'utilisation des logiciels GRED et Climate, explorés pour l'analyse des récents scénarios climatiques. Reportage Fadema Keita. La problématique de lutte contre la désertification et les changements climatiques sont de nos jours 2 phénomènes très éprouvants pour l'Afrique. C'est pour atténuer les effets dus aux variabilités et à ces changements climatiques que les conventions de Rio et celles de Ramsar mènent des activités communes pour atténuer leurs effets. Pour le secrétariat exécutif de Niger 8, cette rencontre sur-régionale est un moyen opérationnel pour améliorer le cadre de vie le long du bassin du fleuve Niger. Les 2 produits vont sortir de cet atelier. Le premier produit va être une base de données sur les informations climatiques à intégrer dans la base de données des zones humides et également à ébaucher une feuille de route sur comment mettre en œuvre le 4e plan stratégique de la Convention de Ramsar dans les 9 pays membres de Niger-Ouest. Le deuxième résultat sera bien sûr la redynamisation de Niger-Ouest dans la région. Pour les points focaux, l'initiative régionale Niger 8 œuvre pour la gestion durable des ressources naturelles dans les pays respectifs. Le but visé, c'est de renforcer nos capacités sur l'analyse des scénarios climatologiques et leur adaptation au changement climatique, et également la gestion des zones humides dans ce contexte. Les autorités maliennes se réjouissent du choix porté sur le Mali pour abriter cette importante rencontre sous-régionale. Le présent atelier est d'une grande importance pour nos pays, car il contribuera au renforcement des compétences des participants sur les climatologies, l'analyse des scénarios climatiques et leur utilisation dans les études d'impact et d'adaptation au changement climatique, les méthodes d'évaluation monétaire de l'environnement et des ressources naturelles, la valorisation des services écosystémiques des zones humides. La session permettra aux points focaux de mieux comprendre et d'appréhender les concepts liés au changement climatique et de pouvoir établir une situation de référence dans les différents secteurs d'activité. Elle sera aussi l'occasion de mener des études de vulnérabilité et d'adaptation dans les pays liés au secrétariat exécutif de Niger 8. La 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a officiellement commencé ce lundi dans notre pays. Le thème est la solidarité, un facteur de réconciliation, de développement et de consolidation de la paix. À cet effet, écoutons les propos du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, Ahmadoun Konaté, est au micro de Aldjuma Tina. La 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion se déroule cette année dans un contexte particulier de la vie politique et institutionnelle de notre pays. En effet, nous venons de signer l'accord de paix et de réconciliation. C'est un événement de grande importance pour notre pays. Il justifie le choix du thème de cette édition
par les plus hautes autorités de notre pays. Quoi de plus normal que d'inscrire toutes nos actions du moment dans le cadre de la paix et de la réconciliation? Car sans la paix, il n'y a aucun développement possible, il n'y a pas de prospérité possible. Sans la paix, il n'y a pas de quiétude. La signature de l'accord de paix pour la réconciliation est une chance que nous devons saisir pour panser nos plaies. C'est une chance que nous devons saisir pour donner un sens à notre vie, exprimer notre solidarité, valeur cardinale qui nous a toujours caractérisés. La 21e édition reposera sur 5 orientations stratégiques, à savoir la réduction de la pauvreté et de la lutte contre l'exclusion sociale des groupes cibles. Il me plaît de saisir cette occasion pour remercier très sincèrement nos compatriotes qui ont manifesté leur solidarité à l'endroit des personnes en détresse lors de la crise multidimensionnelle que notre pays a connue. Je leur exprime à tous notre reconnaissance et au nom du président de la République, je leur exprime la reconnaissance de la nation. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer tous les pays voisins, tous les pays frères qui ont accueilli nos compatriotes, qui leur ont offert une hospitalité qui a rendu confortable leur période de vie hors du pays. Permettez-moi enfin, comme chaque année, d'indiquer le choix du parrain de cette édition qui s'est porté sur un homme illustre, un compatriote émérite, un pionnier de l'action sociale. J'ai nommé M. Ismaïla Konaté. Vive la solidarité nationale et internationale, vive le Mali en paix, uni et réconcilié et solidaire. Voilà, bel et bien lancé la 20e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Et le parrain, c'est M. Ismaïla Konaté. Un mot de politique, nous nous rendons à Nara. Les cadres de la section du Parti Rassemblement pour le Mali RPM de Nara s'approprient le contenu du document de l'accord de paix et de réconciliation nationale. C'était à la faveur d'une conférence animée par les membres du bureau politique national. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Agali Aguissa et Abou Koné. Les enjeux de la régionalisation au Mali, le report des élections communales et régionales prévu initialement pour le 25 octobre prochain, l'accord de paix et de réconciliation nationale. Voilà des sujets abordés par les conférenciers. Il s'agit pour les délégués du bureau politique du Rassemblement pour le Mali RPM d'édifier les militants de Nara sur des préoccupations politiques du moment. Les militaires ont posé surtout les questions de gouvernance. Ils pensent qu'entre les gouverneurs et les conseils régionaux élus au suffrage direct, il y aurait des conflits de compétences. En réalité, nous avons examiné ensemble les différents articles qui traitent de la question et tout est tout à fait clair. Par rapport aux élections également, les questions ont été posées sur le suffrage direct des élections locales et également la coordination des programmes de développement des nouvelles communes au niveau cercle et au niveau région. Et donc, et le rôle de l'État par rapport à ces différentes décentralisations. Les membres de la section RPM de Nara ont salué cette démarche du parti, une démarche qui facilite l'adhésion des militants aux décisions nationales, contribuant ainsi à la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons été vraiment éclairés sur l'accord et surtout que, en langue nationale et en même temps en français, beaucoup ont compris. Les zones d'ombre qui étaient là-dedans ont été vraiment éclairées. Nous sommes ravis de ce côté parce que nous sommes tous des Maliens. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine inégalité entre vraiment les frères maliens. Auparavant, la délégation avait assisté à la finale de la première édition de la Coupe RPM de football à Nara.
Ce match qui a opposé les équipes des quartiers de Koulouba et de Sahel Vert. Le FC CAD de Koulouba en rouge a enlevé le trophée et empoché la somme de 75 000 francs CFA. Le FC Sahel Vert en blanc, finaliste malheureux, a reçu 50 000 francs CFA. Les 6 autres équipes qui n'ont pas accédé à la finale ont chacune reçu un jeu de maillot. Informer l'opinion publique et les décideurs sur l'arthrite et sa prise en charge. C'est l'objectif de la conférence débat initiée par l'Association malienne de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 19e journée mondiale de l'arthrite. Noum Sissoko, compte rendu. L'arthrite désigne un ensemble d'affections se manifestant par une inflammation d'une articulation. Cette maladie qui fait des victimes au Mali demeure mal connue. À l'occasion du 12 octobre, journée mondiale de l'arthrite, l'Association malienne de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde a organisé une conférence débat sur la question afin de mieux faire connaître la pathologie. On utilise le terme arthrite quand il y a de l'eau dans l'articulation. Et l'arthrite, on l'a dans beaucoup de maladies, c'est pas que dans la polyarthrite rhumatoïde. On l'a dans presque tous les rhumatismes, c'est-à-dire les maladies qui donnent des douleurs articulaires. Et parmi ces pathologies, la maladie la plus fréquente qu'on rencontre au Mali, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui donne des douleurs articulaires, douleurs musculaires, avec souvent des gonflements articulaires. Et ce sont ces gonflements articulaires qu'on appelle l'arthrite, parce que ça témoigne de l'eau dans l'articulation. Les consultations médicales dans les structures privées ont apporté 8 nouveaux cas de polyarthrite rhumatoïde par mois, 6 nouveaux cas pour les autres rhumatismes. Cette maladie peut se déclencher à n'importe quel âge. 75% des personnes atteintes sont des femmes. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique. Toutefois, des traitements empêchent son évolution. Il faut comprendre qu'on ne peut jamais guérir de rhumatisme. Mais on peut mener une vie normale avec la maladie, en prenant correctement son traitement. L'association a reçu un chèque d'1 million de francs CFA de la part du député Abdelgamir Mansour Haïdara. La première dame a aussi fait un don aux malades de la polyarthrite rhumatoïde. 55 millions de francs CFA, c'est le montant investi par le Fonds belge de lutte contre l'insécurité alimentaire pour réaliser le centre de santé communautaire de la commune rurale de Yéréré. C'est dans le cercle de Nioro du Sahel. Fruit de la coopération entre la Croix-Rouge malienne et le Fonds belge de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le nouveau CESCOM a été inauguré, c'était samedi dernier, en présence de notre correspondant Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. D'un coût total de 54 343 142 francs CFA, construction et équipement confondus, entièrement financé par le Fonds belge de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition à travers sa composante Croix-Rouge, le nouveau centre de santé communautaire de Yéréré, qui répond à toutes les commodités du moment, fait la fierté des 16 542 âmes de la commune. La Croix-Rouge est dans un vaste programme financé par le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, dans lequel la Croix-Rouge est chargée de prendre en compte la composante nutrition. Et dans ça, il s'agit de la prise en charge des cas de malnutrie aigus, sévères et modérés. Et c'est dans ce contexte qu'il était prévu des investissements structurants, et parmi lesquels il y a ces joyaux. Nous invitons le conseil d'administration de cet ASACO vraiment de tout faire pour mener la sensibilisation à bien, afin que le centre soit fréquenté comme il faut. Après la coupure du ruban symbolique par le préfet du cercle, ce fut la visite des locaux qui comprennent une salle de consultation, une salle de soins, 2 salles de repos, 3 salles d'hospitalisation, une salle pour médecins, une salle pour sages-femmes, un magasin de stockage des produits, une pharmacie, un logement pour le chef de poste, 2 blocs de 2 latrines et un grand hangar pour la vaccination. Un soulagement dans le cadre de la réduction des distances entre les patients et puis les structures de santé. Parce que nous savons que ici, pour que les gens puissent avoir les soins, ça demande beaucoup d'efforts, et surtout dans un pays où les transports sont peu développés. Donc si on arrive à construire un centre de santé communautaire à côté des populations, ça ne peut qu'améliorer la qualité des soins au niveau de la population. La réalisation de ces joyaux permettra sans nul doute d'améliorer la qualité des soins de santé de façon générale et la prise en charge des enfants en état de malnutrition de façon particulière.
Voilà, nous y arrivons, je vous le disais dans les titres, l'automédication. Vous et moi, nous en savons quelque chose, elle fait partie de notre quotidien. Des médicaments sont avalés sans l'avis du médecin, chose qui n'est pas sans conséquence sur notre santé. Focus santé de ce soir avec Tchessera Emmanuel Dambélé. Selon l'OMS, l'automédication consiste pour une personne à choisir et à utiliser un médicament pour une affection ou un symptôme qu'elle a elle-même identifié sans l'avis du médecin. Si on s'en tient à cette définition, chaque fois que l'avis du médecin est absent, il s'agit d'une automédication. Au Mali, pas d'études d'envergure sur la problématique, mais plutôt des enquêtes concernant certaines zones où l'utilisation de certains médicaments. Cependant, les acteurs de la santé savent que l'automédication existe et cause des problèmes, surtout les antibiotiques. Par exemple, dans la zone de Kolentjeba ou dans la zone de Nyono, on retrouve que 30 à 80% des antibiotiques sont obtenus sans prescription médicale. Et cela, et à Bamako et autour de Bamako, au niveau de Kalabankoro, nous avons fait également une étude sur 30 officines de pharmacie et nous avons remarqué que l'amoxicilline et la ciprofloxacine étaient les antibiotiques les plus utilisés en automédication. En principe, au Mali, les médicaments vendus en pharmacie sont inscrits sur 3 listes différentes. Ne peuvent être vendus sans ordonnance médicale que les remontants, les vitamines, certains médicaments contre la toux, certains antidouleurs et anti-inflammatoires. Mais les patients ne manquent pas d'arguments quand il s'agit de se traiter sans demander l'avis d'un médecin. J'exerce dans un quartier où j'ai étudié. Alors quand j'ai dit à la population il faut aller dans le centre de santé, on m'a dit que bon, toi tu es venu à Bamako ici nous trouver ici, nous connaissons où se trouve Galatoué mieux que toi, tu es venu nous trouver ici. C'est très difficile parce qu'on est dans un pays pauvre. Les faire déplacer, aller dans les centres de santé, c'est d'autres coûts. C'est faire consulter, c'est d'autres coûts. Il y a aussi les rangs, ils le disent, il faut le dire. On va aller faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps dans les rangs. Ce n'est que ça, on ne peut pas y aller. Mais les pharmaciens ont obligation de les convaincre d'aller se faire consulter. Les conséquences de l'automédication sont nombreuses. Au Mali, certains médicaments ont dû être retirés du circuit parce qu'ils ont été pris abusivement et ont fini à ne plus être utiles. Vous vous rappelez tous d'un produit qui était très connu, très bien, très efficace chez nous, Nivaquine. Ce produit n'existe plus sur le marché. Interdiction de fabriquer et de vendre. Pour quelle raison? Uniquement à cause de l'automédication. À cause de l'automédication, la Nivaquine ne sert plus à rien. Les gens ont pris n'importe comment. Cela amène d'autres choses qu'on appelle les résistances. Donc ça n'a plus d'effet sur les parasites, provoque le palu. Permettez-moi de citer un peu les antibiotiques. Les antibiotiques, vous attendez même les gens qui ne partent pas dans la pharmacie Kumbleni. Amoxicilline est le plus connu. Les gens viennent dans les pharmacies. Donnez-moi une plaquette d'amoxicilline. Une plaquette d'amoxicilline, ça ne sert à rien. Ça n'a que des conséquences. Vous allez prendre les microbes qui sont là, l'amoxicilline va commencer à les tuer ou à ne pas les tuer. Vous allez couper les traitements, puis ces microbes vont se multiplier encore. Et quand vous reprenez l'amoxicilline, en tout cas c'est antibiotique, ça ne sert plus à rien. On nous rappelle que quand nous prenons un médicament, il agit sur nous comme notre organisme agit sur lui. Les mécanismes de transformation, d'utilisation et d'élimination des médicaments sont complexes et il est important d'avoir en tête qu'ils nous servent beaucoup mais peuvent nous nuire autant quand nous ne les utilisons pas correctement. Si vous prenez un médicament, Madame la Cipro, vous n'en avez pas besoin parce qu'il n'y a pas de germes chez vous pour lesquels vous devez le prendre. C'est un antibiotique qui pourrait tuer d'autres germes qui sont chez vous, qui sont là comme des germes commensaux, parce qu'il y a des germes qui sont avec nous, qui ne doivent pas disparaître. En le tuant, vous créez un déséquilibre de l'écosystème. Et cela peut avoir comme conséquence des diarrhées ou autres. Et ensuite, vous allez prendre votre organisme, va chercher à les sortir. Donc, vous faites travailler vos reins sans besoin. Donc si vous répétez ça avec plusieurs autres médicaments, les conséquences c'est que votre rein, au bout de certaines périodes, ne va plus fonctionner comme
il se doit. Un autre aspect de conséquence de l'utilisation des antibiotiques, c'est que si vous les prenez et que la dose que vous devez prendre pour pouvoir éliminer un certain nombre de microbes, et si vous n'atteignez pas ça, vous allez réduire la charge de microbes qui se trouve dans le sang. Quand vous réduisez la charge de microbes, vous avez l'impression que vous sentez mieux. Parce que pour que vous sentez mal, il faut que le nombre de microbes atteigne un certain niveau. Comme vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous avez réduit ce niveau en prenant ces médicaments-là. Maintenant, le peu qui reste vont fructifier après. Pendant que les médicaments ont quitté, ils vont fructifier. Et quand ils se développent à l'idée déjà qu'ils ont été en contact avec ce médicament, qu'il ne les a pas tués. Donc ils ont la capacité de développer des mécanismes leur permettant d'éviter ce médicament-là prochainement. Et donc ça, c'est le phénomène de résistance. La prochaine fois, il ne vous servira à rien. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez fait mal à vous-même, parce que vous allez payer d'autres médicaments plus chers. Ça, c'est sur le plan conséquences économiques pour votre poche. Mais aussi, ces microbes-là peuvent aller infecter d'autres personnes. Donc vous allez avoir une conséquence également pour la communauté. Ajoutons à cela les interactions médicamenteuses. Certains médicaments pris ensemble se gênent. Les uns peuvent rendre les autres toxiques ou tout simplement les rendre sans effet positif. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les résistances aux antimicrobiens. Elles ont des conséquences terribles sur la santé et les économies nationales. Des messages à suivre dans leur intégralité après ce journal avec la célébration de la journée internationale pour la réduction des risques des catastrophes. Donc une journée qui est célébrée depuis 1989 et le message est véhiculé ici ce soir par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Salif Traoré. Et la 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a officiellement commencé aujourd'hui dans notre pays. Le thème retenu est la solidarité, un facteur de réconciliation, de développement et de consolidation de la paix. On rappelle le parrain reste Ismaïla Konaté, une figure très connue de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h, 13h. Ce sera une présentation de Rachel.